Monsieur le ministre Kikungango, bonjour. Bonjour. Oui, merci vraiment de votre accueil. Vous êtes un homme politique, un homme d'État, hein, un notable de la vie politique congolaise. Vous avez connu la période de la fondation de ce qu'on appelle la Première République. Il y a eu d'abord des périodes où il y a eu, les gens ont lutté avant que la loi cadre vienne. On a été en quelque sorte surpris, mais on a lutté pour les syndicalistes, les populations, quelles qu'elles soient, sous plusieurs formes. Et puis enfin, a été proclamée cette république. Mais il y a eu l'autonomie interne, parce que c'est le jour où le président Yulou a pris le pouvoir. Et ce jour-là, ma foi, ça a été un jour, c'est le premier jour de deuil. Évidemment, il y en a eu. C'est là, moi j'ai perdu mon oncle, Dadé Emmanuel, membre de l'UDDA, membre actif, qui deviendra plus tard ambassadeur du Congo à New York, a tué un jeune homme, un bel homme, Otsetumba, un garçon qui travaillait à France-Congo, un gars de Mosaka qui rentrait du travail en Solex. Dadé a tiré sur lui à bout portant. Il lui a fracassé les pieds. C'était ce jour-là que le Congo avait connu son premier assassinat politique. Évidemment, à Dolisie, il y en a eu aussi. Mon oncle a été tué. Pour moi, c'était un jour de deuil. Et si Dadé et le président Yulou a tenu à ce que ce jour-là devienne la fête nationale, parce que c'est le jour où il aura pris le pouvoir à Pointe-Noire. Il a fait une révolution, mais c'était une révolution constitutionnelle. Il a débauché un élu MSA et cela lui a permis de former le premier gouvernement à Pointe-Noire. Et la proclamation de l'indépendance elle-même. Moi, je me trouvais en prison, alors je n'ai pas assisté. Il m'est très difficile de vous dire l'ambiance qui a prévalu, mais nous nous trouvions en prison avec mes camarades syndicalistes. Il y a eu un mort en plus. Nous avions, oui, il y a eu un mort, oui, et Moya. Mais non seulement il y a eu un mort, mais il y a eu aussi de l'autre côté le problème Lumumba qui nous affectait, tous les progressistes. Donc ce n'était pas du tout un bon jour pour nous. Je ne peux pas vous parler avec des sourires aux lèvres, mais je ne vous peux pas parler de cette journée qu'avec beaucoup de tristesse. Puisque ce jour-là, nous perdions Lumumba et ses compagnons, qui étaient des progressistes en face. Ce jour-là, il y avait Jean-Jacques Moya, l'un de nos compagnons de prison. Voilà. De par ma formation politique en tant que syndicaliste, je ne connais pas le nord, le sud. Le sud et l'est, l'ouest. Je n'ai pas choisi, moi, par exemple, de venir au monde, on y allait. J'avais des idées. Mon père m'a formé comme ça. Ensuite, devenir homme, depuis un très jeune âge, depuis ma scolarité, je pratiquais le syndicalisme. Or, le syndicalisme suppose le rassemblement de toutes les forces populaires. Vous entendez? Retenez bien ça. Le rassemblement de toutes les forces populaires. Ce n'est pas le poule. Or, le président Yulou, ce qu'on lui a reproché, ils ont prétendu me reprocher d'avoir fait un pas. Lui, il était très sectaire, il ne voyait que les laris. Les autres
n'étaient que des supports qui devaient lui servir. Et il y a eu un homme que j'ai connu au groupe d'études communistes GEC et qui avait une largesse d'esprit, un homme assez éclairé, visionnaire, c'est Jacques Opango. J'avais un autre ami, Bazinga. Ceux-là, nous avons travaillé, je me sentais plus proche d'eux que de machin. Quand je quitte le Parti progressiste congolais, j'ai créé mon parti, le GPS, et pour ne pas qu'on dise que c'est un parti d'Ignali, nous avons fait un congrès de fusion à Dolisie, auquel d'ailleurs le premier leader du Parti progressiste congolais, Félix Chikaya Jean, est venu assister. Il est parti de Pointe-Noire. Il est arrivé à ce congrès. Il a fait une très bonne intervention. Je les avais, malheureusement, mes archives étant brûlées pendant la guerre, je ne peux pas retrouver cela. C'est qu'il y a eu un moment où l'abbé Fulbert, sentant qu'il ne lui était pas possible de détruire tous les autres partis et de gouverner seul, il a admis que le mouvement socialiste africain, moi il est venu me voir en prison pour me dire voilà, et il y avait des gens arrêtés à Dolisie, les gens chantaient que Yulu a pris la médaille, il est devenu président mais il ne peut pas mettre pied à Kibango. Il y a eu des incidents. Bon. Et cette période a été marquée par les progrès qui a été fait. Les quelques progrès qui avaient été marqués et dont la consolidation de l'action syndicale, c'était dû à ce moment-là. L'abbé Yulu, ayant pris le pouvoir, en débauchant un militant socialiste, Yambo Georges, quelqu'un de ma liste, mais qui n'était même pas originaire du Niali, il était la Sangha. Quand il vient, il ne voulait pas des élections. L'abbé Yulu, devenu président, a fait amasser des armes, mais des fusils de chasse. Vous entendez? Oui, on vous entend, monsieur le ministre. Bon. Moi, j'ai été appelé à Brazzaville, à cette époque-là, par le vice-président Opango, qui ne l'était pas encore. Et je suis venu à Brazzaville. Quand je suis venu à Brazzaville, je suis arrivé d'abord à Brazzaville malade, j'avais de la fièvre. Et avec Jacques, nous sommes allés en ville faire quelques emplettes. Et Mbani est jeune. Quand nous arrivons, là c'est Deguerne, qui était le marchand de fusils de chasse. Deguerne nous a dit attention, faites attention parce que il y a eu beaucoup d'achats d'armes. Parce qu'il était seul censé de donner le permis de chasse, hein, d'achat de fusils de chasse. M. Deguerne nous a donné le papier, nous sommes venus à la maison, et quand nous sommes venus à la maison d'Okombi, Prosper, qui fut un chauffeur et un transporteur, quand nous sommes venus là, les gens sont allés manifester, sans armes, rien, pour demander qu'il y ait les élections. Vous entendez? Alors, de là, Bikoumou André, un commerçant, Bakongo qui était socialiste, est descendu. Il nous a dit, attention, faites descendre les gens qui sont allés à Bakongo. Donc, au lycée Savornia de Brazza, puisque lorsqu'il a pris l'assemblée territoriale, il l'a amené au lycée Savornia de Brazza.
il a tout presque il a amené pour chez lui, quoi, là où il croyait être sûr. Bon, quand les gens vont protester là-bas, il y aura de part et d'autre de maladresse. Quand ils arrivent, nous, on était chez le commis. Et quand ils arrivent, ils vont au bar Bouya, je crois au bar Bouya. Alors quand ils arrivent là-bas, ne trouvant pas de leader, ils ont trouvé l'un de nos députés, qui s'appelle Mpuy René. Alors, ils ont dit à Mpuy René, mais écoutez, les autres ont des fusils, et vous, vous ne voulez pas que nous nous battions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là-bas, ils descendent avec des fusils, avec tout ça. Puis René, maladroitement, il a dit, mais puisque vous ne voulez qu'on vous dise de rentrer chez vous et attendre. Puis René, débordé, a dit aux gens, ben, vous salez l'oko lingibino. Donc faites ce que vous voulez. Voilà ce qui a fait, qui a provoqué l'arrestation d'un Mpuy René, comme quoi il aurait incité aux bagarres. Bon, moi sans savoir ce qui s'était passé, eh bien, on était resté avec Jacques, et Jacques m'a ramené chez moi au quartier sénégalais. Vous entendez? Oui, monsieur le ministre. Où j'étais avec mon épouse. Et moi, je suis là. Je passe la nuit sans savoir exactement ce qui s'était passé. On tuait, on faisait tout. Et il y a eu des maladresses. Un bébé avait tué une femme. Chez nous aussi, quelqu'un, il s'appelle Samuel Itoa, a rencontré un jardinier qui montait, qui était un lari. Eh bien, l'a allongé. Voilà comment sont partis ces événements. Quelles que fussent les erreurs ou les débats qu'ils engageaient entre Félix Tchikaya Jean, Tchitchélé, et au Pango, il n'y en a jamais eu de bagarre, comme moi-même. Vous entendez? Bon, les bagarres ont commencé avec l'abbé Youlou. Parce qu'il a obtenu, le jour où il se présente aux élections, où il contraint tous les matonistes à voter pour lui, le Caïman, on entrait aux urnes, on pouvait sortir avec tous les bulletins. Sauf le Caïman, et les bagarres ont commencé par là. Puisqu'après, il y a eu la déportation des matonistes. Félix Tchikaya fut un grand orateur, un grand homme politique. Moi, personnellement, ce que je n'ai pas accepté en lui, c'est ce qu'il ne savait pas transmettre son savoir, former les jeunes, puisque la plupart des militants du Parti progressiste congolais venaient de GEC. Tandis qu'au Pango, transmettaient. Parfois, brutalement, ils vous disaient, ça il ne faut pas faire, ça il ne faut pas faire. Mais parce qu'ils savaient discuter avec les gens. Il discutait avec les jeunes, vous lui posez la question, il vous répondait. Mais lorsque ça n'allait pas, il vous disait qu'il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas faire ça. Depuis ma scolarité, j'ai été syndicaliste. Bon, j'ai lu Jules Guesde et les grèves. Alors on ne va pas faire la grève tout seul. Hein? Il faut savoir rassembler. Et on ne rassemble pas que dans son ethnie. Il est vrai que chacun est né quelque part, mais cela ne lui impose pas de ne penser qu'à ceux de chez lui. Cette formation, je l'ai eue. De mon père jusqu'à mon père fut chef, j'ai vu ce qu'il faisait. Mais moi, tout ce que je demande aux Congolais, aux jeunes Congolais, c'est qu'ils commencent à penser tous Congolais et que vous vous initiez. Ne commencez pas à penser du Congo en fonction de son village, en fonction de sa région,
en fonction de sa terre ou de sa tribu, mais il faut penser Congo. Et pour cela, il faut savoir réguler la machine. Vous entendez? Et la machine Congo, vous savez, chez moi par exemple, hein, on allait à la chasse commune, hein, mais il faut que la répartition des parts, hein, la répartition des parts doit être égale. Mais il faut savoir allier l'utile au réel. Le modèle républicain le défend, tout le monde est républicain. La réussite de chaque pays. La France a connu, chaque pays a connu ses difficultés. Aujourd'hui, l'Afrique meurt parce qu'il y a favoritisme. Il y a de l'égoïsme. On pense à son village, on pense à sa terre, on pense à son canton, son district. Et enfin, on finit par devenir à la région. Et cela suppose qu'il y a des divisions. Ceux qui se sentent froissés ou désavantagés ne viennent pas tout de suite à vous, quelles que soient les contraintes. Mais les jeunes Congolais, ce que je peux leur donner comme conseil, c'est de tout faire pour se rassembler, s'entendre. Il n'y a qu'un seul poste, un seul fauteuil de président de la République. Tout le monde ne pourra pas être président de la République le même jour. Hein? Vous avez choisi. Et pour aider celui-là, vous devez vous rassembler autour de lui. Il faut que vous vous entendiez. C'est l'unité que je demande au peuple congolais. Que le Congo soit uni, qu'il parle le même langage, et voilà. Vous gagnerez. Vous savez, la France, tous les pays du monde ont connu aussi des problèmes. Même l'Allemagne. Pensez qu'avant, il y avait... Ce n'est que l'unité qui a prévalu. Vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée? Aujourd'hui, Sékou Touré est réhabilité. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils se sont organisés, ils ont su s'organiser. Il y aura toujours des martyrs. Je ne peux pas vous dire que tout de suite ça sera parfait, mais il faut vous efforcer, vous, le jour où vous ne parlerez pas en fonction du nord, en fonction du sud, en fonction de l'est, en fonction de l'ouest, vous parlerez Congo, eh bien, ce sera quand même quelque chose. Je suis né, c'est la ville où j'ai fait mes études, j'ai été élu, j'ai été maire, et je suis devenu ministre. Mais ça, c'est l'amour. Cela ne suppose pas que je donne tout à Denise. J'ai ma cabane chez moi. Je vous remercie, monsieur le ministre. Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. D'abord, l'abbé Youlou est un père. Hein? Il a été prêtre. Oui. Donc, quelqu'un censé être un peu plus large. D'un côté, de l'autre. À cette époque-là, on ne contestait pas les prêtres à l'église, même s'ils faisaient des bêtises. Il voulait donc être écouté. Et comme il a été plus ou moins rejeté par son évêque, qui a contribué aussi à sa suite, Monseigneur Bernard, et qu'il a eu comme collaborateurs français des vichistes, des gens qui étaient notoirement des anti-gaullistes. Mais ils le savaient, Comment ils ont terminé? Que ce soit Vincent Delarue ou Batte, ou Christian Gel. Christian Gel est arrivé au Congo sous un faux nom. Et comme ils ont trouvé qu'il y avait là une occasion, un homme à guider, à prendre en main pour se faire une place, ces gens-là étaient des mercenaires. Ce sont eux qui ont ourdi le complot communiste. D'abord, Vincent est mort ici, dans un café. Ce sont ses amis mercenaires qui l'ont tué, comme Delarue au Katanga. Moi, je crois que, je le lui ai dit, il avait trouvé que tout ce que faisaient les Blancs, lui pourtant, puisqu'à l'époque, les plus grands lettrés chez nous, c'était
des abbés qui faisaient les études vraiment supérieures, à l'exception de ceux qui sortaient de l'école Édouard Renard et tout ça. Mais l'abbé avait un complexe d'infériorité vis-à-vis de Blanc. Parce que moi, je me rappelle, moi, en tant que ministre, l'économie nationale, un jour, il fait un discours à Pointe-Noire où les statistiques étaient bourrées de fautes. Il ne m'a pas demandé, mais c'est Christian Gel qui lui a écrit ces discours. C'était l'une de ses difficultés. Son entourage, évidemment, il y avait quelques éléments, mais il s'y tenait trop. Mais il n'est pas resté longtemps président du Conseil, parce que la majorité que nous avons eue en 1957, c'était 23, c'était juste. D'abord, il y en avait 24, il y a Dumont. Ils ont provoqué un accident pour que Dumont meure, et les élections qui ont suivi ont fait gagner un certain Makaya. Et Dumont était un élu de notre... Moi, personnellement, je vais vous dire la vérité, je n'ai jamais voulu devenir ministre. Quand en 1957, on me l'impose parce qu'on croyait, on a dit, au Pango, même le haut-commissaire Paul Chauvet a dit, nous préférons que cet homme reste au gouvernement plutôt que dehors, parce qu'il va faire de l'agitation. Parce que je tenais à organiser, à faire mon travail de syndicaliste et rester conseiller. Parce que de conseiller, on est devenu député, et puis je suis allé au Grand Conseil. Et lorsque j'y étais, je n'ai pas renoncé à mes activités, mais j'ai dû laisser quelqu'un, Bala Vital, à ma place pour diriger le syndicat. Et la CGT n'a pas eu l'influence qu'il fallait, et le travail que je devais faire d'organisation. Mais à notre époque, le syndicat n'était pas, il n'était pas du tout financé, on n'était pas payé, on le faisait bénévolement. Et vous vous rendez compte, à l'époque, on payait 50 francs avec la carte d'adhésion. Alors, les matrifications là, il faut le voir. On a fait beaucoup de travail bénévole et de volonté, vraiment. On s'est dépensé beaucoup. On n'a plus aujourd'hui, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Aujourd'hui, le Congo, il y a beaucoup d'argent. Il y a eu un moment donné où il y a eu, comment ils appelaient ça, les fonds pour le syndicat et tout ça, et les gens se sont habitués à toucher de l'argent. Il y a de l'argent partout. Aujourd'hui, il n'y a plus de bénévolat. Lorsqu'on a interviewé M. Tamba Tamba, il nous a parlé de la même chose. Cette disponibilité des gens de cette époque à faire les choses parce qu'ils aimaient leur pays, quoi, sans pour autant être influencés ou attirés par l'argent. Vous savez combien gagnait un conseiller à l'époque? Quand j'étais élu, 126 francs par jour de session. 126 francs par jour de session. Quand vous revenez chez vous, si vous êtes fonctionnaire, vous touchez votre salaire. Si vous êtes privé, que le garde privé veuille bien, vous gardez, vous touchez votre salaire. Et moi, mon dernier salaire date de 1952. Alors, ce rapport à l'argent, quel conseil pouvez-vous nous donner entre l'argent et la politique? Ce rapport qui est très, d'ailleurs, aujourd'hui, nous pose des tas de problèmes. C'est délicat. Il y a beaucoup de scandales parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et l'argent, parfois, n'est pas utilisé à bon escient. Vous entendez? Oui, oui. Les détournements et tout ça, ça provient de quoi? Il n'y a pas de contrôle. Autrefois, il y avait beaucoup de garde-fous. Parce qu'il y avait les inspections des affaires administratives, il y avait les inspecteurs d'État qui arrivaient, quel que soit le fonctionnaire, que ce soit le chef de région, que ce soit le chef de district, encore moins les agents spéciaux ou les postiers. Moi, j'ai vu des gens qui ont perdu toute leur carrière pour 500 francs de déficit. Et si un inspecteur des affaires administratives venait chez vous, qu'il constate que vous avez 500 ou 200 francs de plus dans le coffre de l'État, il fait un procès-verbal, il commence par mettre en ordre les recettes, et puis il demande pourquoi il y a ça là. Cela suppose que vous voliez les contribuables. Oui.
Il y avait le poids de la chose, de la culture traditionnelle, mais il y avait aussi les contraintes. Ça pouvait être le chef du village qui récoltait l'impôt de capitation, ça pouvait être n'importe qui, mais il était contrôlé. Et lorsque quelque chose manquait, il allait en prison. Avant, les magistrats qui étaient là, c'était des blancs. Le tout premier magistrat noir que j'ai vu, c'est Poabou Joseph et Brahim Saïd. Mais Poabou Joseph, c'est un grand intellectuel, c'est un homme, c'est un autodidacte, un homme vraiment très très intelligent. Il fait le certificat d'études et le gouverneur fait la dispense pour lui, pour faire le concours d'écrivain-interprète. L'écrivain-interprète, le gouverneur lui accorde la dispense de faire le concours d'expéditionnaire comptable. Il a travaillé seul jusqu'au bac. Vous entendez? C'était vraiment... C'est dommage que le Congo ait perdu cet homme-là. Il a fait son bac, la première et la deuxième partie, en travaillant tout seul. Moi, c'est mon modèle, du point de vue machin. Et comme De Gaulle, Matsokota, c'est un garçon qui a fait l'école de la magistrature. J'ai très peu connu Matsokota, mais je sais que c'est un étudiant qui était ici. Et qui était très fort. D'abord, il y avait le respect des aînés. Notre société était une société organisée où l'oncle, l'ami de son oncle, on l'appelait oncle. Le frère de l'ami de son frère, on l'appelait grand frère, selon la hiérarchie. Ça, c'est la tradition. Et bien, parler du savoir. Quand vous n'avez pas, lorsque vous perdiez un parent jeune, vous allez demander des conseils à celui qui a été le grand ami de votre oncle. Moi, aujourd'hui, je considère les enfants d'Opango, Bazinga et autres, Bongi, comme mes enfants. Décora Prospère, comme mes enfants. Mais aujourd'hui, tout a sous prétexte de parler de la civilisation. On n'a plus de Mbongi. Le Mbongi n'est plus actif. Mais le Mbongi n'est plus actif. Le Mbongi, c'est un lieu où les gens se rassemblaient, où la communauté mangeait ensemble. Chacun amenait la nourriture préparée par sa femme, on la mangeait au Mbongi. Et puis il y avait une part pour les étrangers. Mais ça, c'est une obligation. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Autrefois, quand même le plus grand de vos ennemis venait, s'il venait tenir le poteau du Mbongi du chef, il a demandé protection. Ainsi, moi, pendant la guerre, où les gens s'entretuaient, j'ai eu les gardes du Nord qui sont allés chez moi à Makabana en croyant m'y trouver. Je n'y étais pas, moi j'étais dans la forêt. Mais ceux qui sont arrivés... Vous parlez de quelle guerre, monsieur le ministre? La dernière guerre la dernière, qui nous a dispersés. Tout à fait, de 97. Voilà. Ouais. Mais ils sont restés là-bas pendant toute la guerre. Léon, il est mort, mais il est mort de sa propre maladie. Il est mort du sida. Bernard est encore, c'est un ancien de PTT, il est à Pointe-Noire. Et il y en a eu d'autres, 3 familles Mbeti. Mais il faut que les gens pensent au pays, pourquoi les gens s'entendaient. Il y avait des alliances, il y avait des amitiés. Nous commercions avec les Vili, peu avec les Yombe, les Hollandais et tout ça qui sont venus chez nous les premiers. Le commerce d'esclaves se pratiquait comment? Bien sûr qu'il y a des choses à bannir peut-être dans nos coutumes, mais nos coutumes avaient certaines valeurs. Aujourd'hui, mon père fut un chef. Ouais. Alors, mais dans cette génération, c'est ce que j'ai remarqué, les hommes qui ont émergé, c'était des enfants des chefs traditionnels. Les enfants de chefs traditionnels, mais il y en a eu d'autres. Moi, je suis allé à l'école. Je ne suis pas allé volontairement à l'école.
Hein, c'est un administrateur des colonies qui m'a pris. C'est le premier, M. Jacques Roguet, le chef du département chez nous, qui a ouvert l'école et qui allait ramasser dans les villages tous les enfants. Et il n'a pas pris que les enfants des chefs, mais il a pris n'importe qui. Moi, quand il m'a pris, je revenais de la pêche. J'avais mes 3 clés de poisson. Je remontais de la pêche et quand j'arrive, il est arrivé, papa lui a donné un autre enfant. Le garde indigène qui était là, il s'appelait Joseph Kouba. Et Joseph Kouba lui dit à papa, mais pourquoi papa tu le donnes celui-là? Pourquoi tu ne lui donnerais pas papa? Alors, papa a dit non, mais il est encore petit, puis il est allé à la pêche. Bon, le commandant qui riait, il demande à Kouba, mais de quoi parlez-vous avec le chef? Il dit non, celui-là, ce n'est pas, le garçon qui nous a donné là, ce n'est pas son vrai fils. Alors, le chef de région est allé mettre la voiture quelque part. Il est revenu à pied. Il a attendu. Et il était 13 h quand je remontais de la pêche, tout content, avec ma clé de poisson. Ils m'ont interpellé. Bon, j'ai répondu, je suis venu. J'ai dit bonjour mon commandant comme ça. Alors, je n'entendais pas, il me fallait un interprète. Je n'entendais pas le français. Il me dit, vous avez quel âge à cette époque? Ah, j'étais déjà quand même assez grand puisque pêcher au village et j'avais tué quand même quelques gibiers. Bon, il me dit, mais comment t'appelles-tu? Joseph Kouba m'interprète, il me demande, il dit, le commandant demande quel est ton nom. Je dis, je m'appelle Kikungango. Il dit, bon, Kikungango, il a rappelé papa, qui remontait de son jardin, parce que mon père, quoique chef, il avait son jardin, il cultivait la pomme de terre, des oignons, des légumes, des choux et tout ça, qu'il ramenait de l'Udima. Il dit, le commandant dit au chef, demande à mon père, mais chef Kikungango, vous êtes bien, vous êtes gentil, chaque fois que je passe ici, vous me donnez des légumes, puisqu'à l'époque il y avait la culture d'arachide rouge, vous me donnez des légumes, vous faites du bon travail, mais cette fois-ci vous m'avez menti. Papa dit non, je ne vous ai pas menti. Il dit mais pourquoi vous n'avez pas voulu me donner votre fils? Papa dit non, mais parce qu'il est petit. Il dit ah oui, il est petit. Bon, mais il n'est pas plus petit que celui que vous m'avez donné. Moi je le prends. Alors moi je suis donc parti comme ça. La fin, je me rappelle que le commandant m'a donné un bout de pain comme ça, de rillette. J'ai pris juste mes habits, j'ai attaché et je suis allé comme ça à l'école. Et quand j'arrive là-bas, on me refuse. Il dit que j'étais malingre. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire, le mot malingre? Alors, je suis revenu au village, puisque c'était au mois de mai, avril. À l'époque, l'école officielle, les vacances partaient du mois de mars au mois d'avril. À mai, c'était la rentrée. C'est Boué qui a fait les vacances, uniformes, vacances d'été. Alors, je suis venu à l'école. Quand je suis venu à l'école, je suis venu d'abord au village. Un jour, au mois de juillet, le commandant me voit en route. Il dit, ah, tu as fait l'école. Il m'a pris. Papa a dit non, il n'a pas fui, on l'a refusé. Je suis venu. Il m'a ramené à Dolisie. Quand il me ramène à Dolisie, justement vous parlez de M. Poabo, quand il me ramène à Dolisie, on va voir le machin, on va voir le maître là, c'est un Gabonais, au Gombe, Marcel. Je l'ai vu à Libreville il n'y a pas longtemps qu'il est mort. Alors, le commandant dit, moi j'emmène beaucoup d'élèves ici,
et j'approvisionne. Et où sont ces élèves-là? On appelle un tel, il a fui l'école, un tel, il a fui l'école. Alors, à la fin, le commandant s'est fâché, il a même giflé le maître. Bon, il me dit, mais M. Chibota a témoigné qu'effectivement, il était allé intervenir pour moi, mais il n'a pas pu me prendre. Bon, le commandant dit, tiens, c'est trop tard. Bon, là-bas, à la mission évangélique, les protestants m'ont adressé une demande d'ouverture d'école privée. Et il m'a emmené là-bas et il m'a confié au pasteur Samuel Yonson, qui a été le fondateur de la mission de Dolisie. C'est comme ça que j'ai commencé l'école le 15 août 1938. Félix Eboué était un progressiste. Oui. C'est un homme, c'est un Antillais qui a fait une belle carrière administrative. Il a voulu le progrès par étapes, parce que les gens n'étaient pas comme ça. Il a quand même fait avancer les premiers inspecteurs de l'administration. Il a créé et il a succédé à un gouverneur, au gouverneur général qui était un des gouverneurs qu'on n'a pas bien compris et qui a fait la richesse de la Côte d'Ivoire, c'est le gouverneur Reste. C'est lui qui a introduit la culture des caféiers, des cacao, d'arachide rouge, au Congo. Des sésames au Congo, des cotons, beaucoup de plantes qu'il a introduites, des sésames et tout. Il était agronome? Hein? Il était agronome de formation? Non. Mais il a travaillé, d'abord il a travaillé en Indochine. Il a travaillé au Sénégal, il a travaillé au Tchad et il a travaillé en Côte d'Ivoire. Il a vu la culture des caféiers au Ghana. Vous entendez? Oui. Du Sénégal, il a introduit l'arachide rouge qui n'existe presque plus au Congo. Vous voyez? C'est que le Lari disait Ngoubaza Kalabansus. Ah, mais Félix Eboué, c'est quelqu'un, on l'a tué parce que c'est le premier résistant. Oui. Oui. C'est le premier résistant. Celui qui a accueilli le général de l'Armina. C'est pour éviter qu'il ne se rencontre avec Mathieu André qu'ils ont éliminé Mathieu André. Mais Félix Eboué, c'est un grand. C'est un grand dont les gens devaient en être fiers, comme Tchouelcher. Ils n'ont pas pu, Machoua a été arrêté. Machoua a encore, voilà quelqu'un de grandes personnalités qui ont eu des idées. Machoua André est venu en France. Il est venu en France, il a travaillé comme planton. D'abord à la douane, il est venu par bateau, ici, là. Et il a créé l'amicale des originaires de l'AIF. Malheureusement, au moment où il crée l'amicale des originaires de l'AF, on crée la Société indigène de prévoyance. Mathieu André a envoyé des émissaires au Congo, dont un Vili, un Tchadien, et puis les autres. Alors quand il les envoie, ils arrivent et les Lari, ils arrivent toujours chez les Lari. Alors, avant d'avoir la possibilité de parcourir tout le pays, l'administration interdit l'amicale. Et les Lari disent, bon, mais puisque vous nous interdisez de verser de l'argent
dans l'amicale, nous ne payons pas les 3 francs des sociétés indigènes de prévoyance que vous avez créées. Bon. Alors, on envoie un mandat, on amène Mathieu André à Brazzaville. Mathieu profite, il fuit de la prison, il va au Tchad. Du Tchad, on l'arrête, on le ramène au Congo. Il est emprisonné. Quand il est emprisonné, on l'envoie à Mayama. Et Eboué devant affecter. On l'a envoyé à Mayama, et quand on l'envoie à Mayama, quand Eboué devait effectuer une tournée là-bas, il y avait un ambassadeur là-bas. Ils ont fait venir un lieutenant qui travaillait au laboratoire, à la pharmacie des approvisionnements généraux à Brazzaville, qui lui a injecté de l'acide trichloroacique. Ça, je connais une infirmière qui a été là. Ils l'ont enterré la nuit. Il a été empoisonné, Mathieu André. Le Félix Chikaya, c'est l'un des grands lettrés qui n'est pas été au séminaire, mais qui a, grâce à son grand-père, qui l'a envoyé au Gabon. Il a fait ses études au Gabon. Du Gabon, il est allé à l'école William Ponty à Dakar. C'est là qu'il s'est connu avec Félix Houphouët-Boigny. Hein? Et les grands cadres de la WEF sortaient de là-bas. Ils étaient M. Niali, hein? Mapakou Niali Hervé, qui est le père de Madame Mambou Niali, la ministre. Et il y avait encore un autre qui était de la famille de Portela. Félix Chikaya, revenu de là, sorti de là-bas, instituteur. Il a eu un incident avec son directeur d'école qu'il a giflé, lui aussi a giflé. Il a démissionné pour aller aux travaux publics. Mais pensez sur l'unité, j'insiste. Entendez-vous, il faut vous entendre. Ne parle pas en termes de Kuni, Mboshi, Lari, Kamba et tout ça. Parlez Congo. J'ai vu quelque chose de formidable à la télévision. La Côte d'Ivoire, malgré les grands efforts dépensés par Houphouët, j'ai vu que les villages, la région qui se trouve située, et là où se trouve le village du président Ouattara, était encore un pays complètement arriéré. Les gens avaient encore de coutumes entre le Mali, le Burkina Faso, cette espèce de machin-là. Et on parlait beaucoup de la Côte d'Ivoire, mais il y avait des coins qui étaient plus ou moins impénétrables, où les gens, c'était presque, il y en a qui faisaient des gens en trousse-couille. Donc, vous ne pouvez pas faire de votre pays, le petit Congo qui a beaucoup d'argent, un pays comme ça. Regardez la télévision congolaise, vous verrez. Si Youlou avait eu... Youlou est allé en Guinée, pourquoi? Parce qu'il voulait du barrage du Kouilou. Et il lui fallait pas avoir seulement le barrage, il fallait avoir de quoi produire et vendre. C'est pourquoi il est allé en Guinée. C'est moi qui l'avais dépoché d'abord en Guinée. Avec ses coups, au toit. Ici, là, quand je suis venu, ici à Paris pour la première fois en 1949, j'étais jeune, mais ces coups, j'étais dans ma chambre. Quand j'ai grelotté, il m'a dit de venir dans sa chambre. Il m'a laissé son grand lit et il est allé, machin comme ça. Depuis, nous sommes restés comme deux frères. C'est dommage, j'avais ces correspondances, tout un tas d'histoires et tout ça, mais c'était mon frère. Alors donc, le président Youlou est parti en Guinée pour voir le modèle, c'est ça? Oui, il est allé, il a invité. Il a invité Sékou Touré. Sékou Touré a dit, moi je veux bien venir, mais c'est moi qui suis allé avec Senso, Fundou,
et Mambeke Boucher, c'est moi qui étais le chef de la délégation en tant que ministre. Sékou est venu m'accueillir. J'ai été accueilli là-bas comme un chef d'État. Alors, il m'a dit, moi je veux bien venir, mais à condition qu'il vienne d'abord ici. Effectivement, il est allé, il a été bien reçu. Il est allé avec les Lissouba et autres cadres. Et quand il est revenu, il invite Sékou Touré. Et quand Sékou Touré fait son discours, ceux qui ont l'habitude de voler doivent cesser de voler. Et tout ça. Mais je dis bien, pour le jeune, forcez-vous de vous entendre. Il n'y a qu'un seul poste de président. Il y aura des ministres, il y aura de ceci, il y aura de cela. Mais il faut que vous vous entendiez, que vous me mettiez derrière le leader qu'il vous faut. Toute ma réussite, tout ce que j'ai pu faire, j'ai parcouru d'abord le Niari, ensuite la Bouenza, mais j'étais au nord, puisque à l'époque, le Poul paraissait presque impénétrable. Moi, je traversais le Poul. Il n'y avait pas des agressions comme ça et tout ça. Puisqu'il n'a pas su écouter ceux qui devaient le conseiller. Mais il lui a manqué des ressources traditionnelles pour transcender tout ça ou pas? Mais les ressources traditionnelles, d'abord, il y a eu la mort de Poabo au Kilo. Oui. Et il avait fait un discours, bien qu'il ne fût pas le responsable de la mort de Poabo et Matsokota, mais c'était un grelot qu'il traînait. Alors on arrive, il est tombé dans un piège. Moi, je n'en parle pas puisque j'ai tellement souffert de ça. Je crois que ça, c'est le passé. Vous devez faire table rase du passé. C'est juste. Mais voir, étudier objectivement pourquoi un tel a échoué. Parce qu'il y en a qui vont échouer aussi. Mais qu'est-ce que vous devez faire, vous, votre génération, pour que vous puissiez éviter ces erreurs?